après-midi sur BNews One. C'est un rendez-vous, le dossier du jour. Nous parlons cet après-midi de la convention de partenariat entre la CONAC et l'Ordre des avocats du Cameroun. Cette convention a été signée le 18 décembre dernier. Nous voulons, avec nos invités sur le plateau, notamment Maître Crépin Njodor et Pierre-Cédric Essomba, nous allons essayer de faire comprendre le contenu de ce document qui est essentiel pour l'avancée des actions dans le domaine de la lutte contre la corruption au Cameroun. Je rappelle que Maître Crépin Njodor est avocat au barreau du Cameroun. Il est membre de la Commission des droits de l'homme au barreau. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là qu'il a été invité à cette occasion, à l'occasion de la signature de la Convention. Et puis Pierre-Cédric Essomba, il est chercheur en histoire des relations internationales à l'Université de Tcham. Mesdames, Messieurs, BNews One, vous pouvez nous avoir sur le canal 520, sur le canal SAT. Et vous pouvez également, en ce moment précis, nous recevoir sur la page Facebook de BNews One et sur YouTube. Nous sommes en direct. Merci d'être venu, Pierre-Cédric. Merci Maître Crépin, Maître Njodor d'être là. La convention a été signée, ça fait l'objet d'un traitement particulier dans les journaux, on en a beaucoup parlé, mais cet après-midi quand même on voudrait revenir sur les termes de cette convention. Je reviens sur la déclaration qui a été faite par le président de la Commission nationale anticorruption, qui disait « La convention de partenariat signée ce jour marque un tournant décisif dans la lutte contre la corruption en milieu professionnel des avocats et du système judiciaire, pilier d'intégrité visée par la stratégie nationale de lutte contre la corruption. » Quand on écoute tout cela, on voit bien grand, on voit bien gros. C'est un peu le sens à donner à cette convention. Monsieur Séverin, bonjour aux co-discutants de ce jour et à vos milliers de téléspectateurs. Alors, en effet, il faut bien voir grand, il faut bien voir gros et surtout, il faut, comme on le dit souvent, il faut rêver d'un monde meilleur. Et je pense que c'est le rêve d'un monde meilleur qui a amené en réalité, monsieur le président, je voudrais dire les deux institutions, à s'unir pour essayer de combattre, essayer de mettre fin à ce fléau qui, s'il faut reprendre les termes de monsieur le bâtonnier, est un véritable cancer. La corruption est prise comme un véritable cancer. D'ailleurs, au grand mot, on dirait des grands remèdes. Et en termes de remèdes, nous pensons que la convention signée ce 18 marque déjà d'une empreinte indélébile la lutte acharnée, il faut le dire, qui va désormais être lancée contre ce cancer afin de l'éradiquer. Ou tout au moins, si on ne peut pas y arriver de façon rapide et tout de suite, en tout cas poser les jalons déjà de la réduction de ses effets. Pierre-Cédric, en tant que citoyen, en tant que chercheur, on a du mal à se défaire de la corruption. Chaque fois, on a pensé qu'en mettant en place des microstructures à l'intérieur des administrations publiques et privées, il y a des cellules de lutte contre la corruption, en multipliant des campagnes de sensibilisation, on a pensé qu'on allait venir au bout. Malheureusement, la corruption est au milieu de nous, elle est assise dans le corps social. C'est-à-dire les réflexes même au niveau des populations. Mais je pense que c'est un combat de longue haleine, parce qu'il ne faudrait pas penser que la corruption sera éradiquée de manière définitive. Il faudrait une synergie d'action, c'est-à-dire ça part déjà sur le plan éducationnel, ça commence à la maison. C'est-à-dire il faut l'implication de plusieurs acteurs. Je loue les initiatives qui ont été prises par le gouvernement à essayer d'associer les deux institutions. C'est-à-dire qu'il faut une coalition. Et vous savez que la justice est il faudrait que lorsqu'il y a dans un pays, il n'y a pas de justice, ça veut dire qu'on n'aura pas l'état de droit et la corruption pourrait justement prospérer dans ce sens-là. Donc, je loue l'initiative qui tend au-delà justement de la création des institutions telles que la CONAC et bien d'autres, la NIF et bien d'autres cellules au cœur même des ministères dans le cadre de lutter contre la corruption. Je pense que l'État est dans cette dynamique-là de mutualiser les efforts, d'intégrer aussi justement
l'action judiciaire ou bien la justice, de mettre la justice au cœur de cela. Parce que dans un pays, si la justice est corrompue, si les acteurs même qui devraient rendre justice aux citoyens lambda ne font pas leur travail ou bien sont empêtrés justement par ces fléaux-là, vous êtes sans ignorer que nous tendons justement droit au mur, puisqu'il n'y aura plus l'état de droit. Quand on parle de l'état de droit, quand même, la justice c'est l'épicentre. Je pense qu'il faudrait encourager de telles mesures, mais on les attend sur le champ de l'action parce qu'on peut faire des grandes annonces, mais le citoyen lambda ou bien le chercheur va juger justement de la pertinence de telles actions au regard de l'impact que ces décisions auront justement sur le quotidien des populations, à savoir rendre la justice, que la justice soit transparente, que la justice soit dite et toute la justice soit dite pour que le citoyen se sente justement en sécurité. Alors, ce qui est arrivé entre la Commission nationale anticorruption et l'Ordre des avocats du Cameroun, il faut dire que c'est l'aboutissement d'un processus. Les négociations ont commencé au mois d'août 2024 et le 18 décembre, elles ont abouti donc à la signature de la dite convention. Ce qu'on dit, c'est on voudrait mutualiser les efforts pour combattre ce phénomène dans notre pays. Mais comme avocat, comme maillon du système judiciaire au Cameroun, comment vous vivez ces phénomènes? On sait que de temps en temps on en parle, mais au quotidien, est-ce que c'est un problème qui vous dérange? Oui, il y a lieu de dire ici que c'est ce qui est arrivé le 18 décembre dernier, et vous le soulignez si bien, est l'accomplissement ou alors l'aboutissement de pratiquement un an et quelques mois de plaidoyer, de travaux entre les deux parties. Justement, commencé en août 2024, vous voyez qu'on réussit à avoir de façon... Un an après. Oui, on réussit à avoir de façon matérielle quelque chose qu'on pourra avoir, on peut qualifier de matériel, d'un outil qu'on peut mettre désormais sur pied pour essayer de concrétiser ce que nous voulons faire. En réalité, pour revenir à vos questions, il faut dire que, et le co-panéliste en face le disait, la corruption pris dans son sens est quelque chose, malheureusement, que les Camerounais et même la société en général, puisqu'on ne peut plaider que pour notre chapelle, que les Camerounais vivent au quotidien. Quel que soit le secteur que vous voulez prendre un exemple, il y a toujours des traces de corruption. Et parlons de la justice. Et maintenant, puisqu'il faut parler de la justice, dans un état de droit, la justice est censée être en quelque sorte la vitrine, le reflet, le garant d'une démocratie certaine. Et même certainement le garant d'un état de droit. Maintenant, quand on se rend compte que c'est dans ce qui peut être considéré comme la garantie d'un état de droit que se trouve même alors le fruit, on est en raison, en bon droit de se poser des questions. C'est pour vous dire en un mot comme en mille que la justice n'est pas épargnée du phénomène de la corruption. Loin s'en faut, la justice est même au pied, je vais dire même au cœur de la corruption, de façon intentionnelle ou non, de façon volontaire ou non, de façon voulue ou non, mais la justice est trempée, est au cœur de la corruption. Et si je le dis, c'est pas pour dire que les acteurs du monde, de la chaîne judiciaire, je commence par eux, parce qu'on a les acteurs de la chaîne judiciaire et on a les acteurs ou les demandeurs à la justice. Il faut qu'on fasse le distinguo pour bien comprendre ce qu'on veut illustrer. Alors, ce que vous dites, maître, concorde bien avec la déclaration du premier président de la Cour suprême, Daniel Mekobe-Soné. C'était le 21 février 2024, lors de l'audience de rentrée de la Cour suprême. J'avais eu, à l'époque, j'étais à la CRTV, j'avais eu l'occasion de couvrir cette cérémonie. Alors, il avait une réflexion sur le rôle de la justice dans la consolidation de l'état de droit au Cameroun. Et il disait, en dépit des efforts déployés pour rendre justice, l'institution judiciaire demeure au centre des préoccupations des citoyens, des opérateurs économiques, des entreprises et des investisseurs. Les différents rapports d'une business épinglent régulièrement le système judiciaire camerounais
comme une entrave au développement des affaires. Plus grave, on tente même de remettre en cause les mérites de la justice comme organe régulateur de la vie sociale. Lorsque, cher Cédric, le corps judiciaire reconnaît ces tas de choses, comme citoyen, ça fait peur. Tout à fait, ça fait peur. Ça montre à quel point le mal est profond. Vous êtes un journaliste bien introduit, vous savez bel et bien les récriminations qui se font populaires. C'est-à-dire on épingle la justice pour un foncier en emploi fini où des gens se sentent justement impuissants, ne se sentent plus en sécurité. Parce qu'en réalité, la justice, c'est un bouclier social. La justice, c'est aussi une garantie sur le plan sécuritaire. Quand le citoyen a une situation, la première des choses, c'est de se rendre au niveau de la justice. Et vous allez voir que l'impuissance de cette justice, ou bien cette corruption qui essaie de mailler notre justice, va produire une autre justice, ce qu'on appelle vulgairement la justice sociale, où les gens vont se rendre justice parce qu'ils pensent que la justice n'est pas rendue pour qu'ils entrent dans leurs droits ou bien qu'ils soient protégés. Et ça va aller dans tous les sens et on risque de se retrouver justement dans un état de non-droit où chacun peut se faire justice. Or, la justice est un élément fondamental d'un état de droit, d'un état démocratique, parce que ça fait partie aussi des principes démocratiques. Si le Cameroun se veut donc comme un état démocratique, le Cameroun devient justement permettre à ce qu'il y ait une célérité, non seulement au niveau des procédures, parce qu'il faudrait de mentionner que parfois il y a les lenteurs, et ces lenteurs produisent aussi justement des intentions à pouvoir corrompre. C'est-à-dire qu'il faudrait que ces procédures, qu'il y ait une certaine célérité pour que le citoyen se sente que la justice est justement impliquée dans le sens de donner une satisfaction en ce qui concerne des problèmes auxquels la société est confrontée aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il est bien vrai que c'est une mutualisation des efforts, puisque, je l'ai dit, lorsqu'on essaie un peu de voir cette corruption, elle est systématisée, elle est diversifiée, et le combat devrait aussi être diversifié. Ça commence au niveau de la maison, c'est-à-dire qu'il faut l'implication de tous les acteurs, autant le secteur judiciaire dont nous sommes en train de faire mention, que le secteur éducatif, que le secteur familial. Il faut justement, même l'Église en tant qu'autorité morale aussi devrait s'y impliquer pour pouvoir cerner cette corruption qui est devenue un mot du siècle où des États, je tiens aussi à rappeler que cette justice, même l'organisation qui a eu à faire cette remarque à travers, c'est-à-dire que non seulement au niveau de la Cour suprême, d'où Business a eu à faire aussi mention, aller dans le même sens. Il faudrait qu'on sache que c'est un fléau mondial. Mais tu disais tout à l'heure que quand on voit la justice, il y a plusieurs choses à la fois. La chaîne judiciaire, il a parlé des chaînes judiciaires. Mais en face de cette chaîne judiciaire, il y a le citoyen qui sollicite vos services. Alors, à votre niveau, comment vous ressentez la justice? C'est vous comme maillon principal de la chaîne ou ce sont vos interlocuteurs, les justiciables? Qu'est-ce qui fait mal? Ce qui fait mal, c'est, je dirais, c'est un couteau à double tranchant. Oui, je vais prendre un exemple. C'est nous. J'ai une affaire, j'ai une plainte. Je sais fondamentalement que je suis en erreur, je ne peux jamais gagner ce procès si jamais le procès a lieu. Mais je viens voir un avocat. Est-ce que par un acte de corruption quelconque, je ne sais pas ce qu'il peut faire, est-ce qu'il y a des passerelles qui vous permettent, vous, d'aider le justiciable qui vient vous corrompre à faire ci ou ça? Oui, j'étais en train de vouloir apporter une réponse. J'avais bien compris la question. Oui. Et c'est pour ça que je disais, c'est à double tranchant. Il y a la faute, mettons les guillemets, du prestataire de service, et il y a également la faute du demandeur de service. Alors, puisque nous y sommes, la première qui est celui de l'acteur de la justice, c'est d'accepter déjà, connaissant lui-même que c'est une affaire en réalité où il n'y a pas bon espoir, mais d'accepter qu'on vienne proposer autre chose, comme il nous proposait des choses parce qu'il estime qu'il peut aider. Je vous prendre un cliché. Il y a la corruption, les critères de la corruption, les formes de corruption
qui ont été définis, qui sont définis par la CONAC aujourd'hui et même les instances internationales. Les instances internationales. Il y a la fraude, il y a les pots de vin, il y a l'extorsion et il y a, je pense, le dernier truc, c'est la corruption visible. Je vais y revenir. La fraude, c'est une forme de corruption. Les pots de vin, c'est une forme de corruption. Je m'arrête à la fraude et au pot de vin. Prenons le pot de vin, et le frère d'en face le disait. Le pot de vin, c'est, vous voyez, vous constatez qu'il y a une lenteur dans vos procédures. Alors vous vous dites, la lenteur, c'est parce que peut-être je n'ai pas encore. Le service n'est pas. Oui, il n'est pas encore. On ne l'a pas encore vu, oui, comme on dit dans notre quartier, dans le langage du quartier. Alors à ce moment, je me dis, moi, demandeur à la justice, si je pars voir mon avocat, ou alors si je pars voir à quel niveau se trouve le dossier, et que je donne un pot de vin, certainement, la ligne va bouger. À tort ou à raison. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est à tort. Parce que, en le faisant, on participe de ce qu'on appelle la corruption. Parce qu'il y a des dossiers qui sont traités par numéro. Je prends un exemple simple. Administration, les dossiers sont traités par numéro. Si vous venez me donner peut-être un pot de vin pour que votre dossier passe, ça veut dire que je dois enlever votre dossier qui est peut-être le numéro 540 pour le placer en urgence, en traversant tout ce qu'il y a devant lui comme numéro pour que je puisse vous servir. Ça, c'est de la corruption. Et la conséquence, c'est que quand vous aurez votre service garanti, vous allez rentrer en sachant que vous avez eu votre service, mais pas de la meilleure des qualités, pas en suivant la procédure. Et l'information que vous allez donner à X dehors, vous lui direz que non. En effet, si tu veux que ton dossier avance, il faut faire comme ça d'ailleurs. Voilà comment moi j'ai fait et ça a marché. Ça gangrène déjà le milieu du circuit. Deuxième état de cas de figure, l'avocat, et je parle de l'avocat qui accepte une cause, et d'ailleurs, il faut le dire, et on reviendra certainement, c'est une faute professionnelle dans l'ordre des avocats. L'avocat qui accepte une cause parce qu'il aurait reçu un pot de vin est en pleine fraude. Et ça, il faut le dire. Et c'est d'ailleurs plus dangereux quand ça vient de ceux qui sont censés être des avant-gardistes de telles pratiques. Et c'est la raison pour laquelle le président de la CONAC, dans son discours d'ouverture, dans son propos, il attire l'attention des avocats que nous étions dit, la lutte sera désormais acharnée, mais elle devra commencer dans la maison. C'est-à-dire que dans le barreau, elle devra commencer dans le milieu judiciaire. Et ça doit être une lutte sans état d'âme, tel que le ministre, le premier président le disait à l'ouverture de la rentrée solennelle. Ça doit être une lutte sans état d'âme. On ne peut pas comprendre aujourd'hui, et moi je le dis toujours dans mes travaux, c'est regrettable qu'on comprenne aujourd'hui comment un magistrat, et je ne dis pas que tous les magistrats sont comme ça, comment un magistrat peut prétendre être, mettons une parenthèse, riche. Comment un fonctionnaire peut prétendre être riche. Dans des pays développés, moi j'ai visité pas mal de pays où j'ai essayé de poser des questions, mais on vous fait comprendre que les hommes riches, si tu veux être riche, tu ne peux pas être fonctionnaire. Si tu veux être riche, tu ne dois pas être au service de l'État. Les hommes riches, ce sont des commerçants, ce sont des entrepreneurs, ce sont des prestataires de services. Ce sont des hommes d'affaires. Maintenant, si un homme qui est fonctionnaire, qui est au service de l'État, en tout cas, entre parenthèses, devient riche, il y a des questions à se poser. Comment il fait pour avoir une telle fortune? Mais est-ce que la société camerounaise, oui, notre société à nous, n'est pas faite de manière à ce que la corruption puisse s'installer? La raison profonde qu'on dit, qu'on avance aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas assez de moyens pour vivre. On se débrouille, comme on dit. Et puis, de manière mécanique, on accepte que les choses se développent telles qu'elles se développent. C'est pour cela que l'éducation est fondamentale, incontournable, puisque vous allez constater que cette corruption est beaucoup plus entretenue. C'est pour ça que je vous ai parlé du cadre familial, des acteurs de la socialisation de l'homme, du produit qui sera au niveau de la société. Et il y a un ensemble. Ça commence le cadre familial, l'école, l'église, et ça va faire en sorte que lorsque un enfant qui à la maison
on l'a appris il a été imprégné d'un certain nombre de valeurs morales, éthiques et autres à l'église. Ça fait en sorte que quand il arrive au niveau de la société ou bien il travaille, il occupe une certaine une parcelle de responsabilité. Ça va faire en sorte qu'il aura toujours ces réflexes-là qui vont lui permettre il y aura un frein en réalité. Donc c'est pour ça que il faut questionner justement tous ces acteurs-là au niveau à ce qui concerne leur Parce que le tout n'est pas d'aller voir les avocats, de dire que les avocats vont lutter contre la corruption si le mal est ailleurs. Si le mal les est avocats ailleurs, pourront faire ce qu'ils auront à faire, exactement. mais ça ne pourra pas nous faire avancer. Exactement. C'est parce qu'il faut questionner donc la responsabilité de ces acteurs-là, c'est-à-dire le produit, l'homme qu'on met au niveau de la société, parce que quelqu'un qui est avocat ou bien quelqu'un qui est un ministre ne tombe pas du ciel. C'est quelqu'un qui a suivi, qui a un processus, c'est-à-dire ça a commencé au niveau du cadre familial. Est-ce que les parents jouent leur rôle? Est-ce que l'Église, il y a crise de modèles aussi? Est-ce qu'il y a des modèles, des référents qui vont permettre justement d'avoir cette élite capable d'être patriote et aussi cette élite qui ne sera pas à même, sans oublier aussi la masse médiatique aujourd'hui avec ce que vous appelez la mondialisation, qui a aussi justement certaines implications en ce qui concerne l'impact sur la psychologie non seulement de l'enfant et autres, de un certain nombre de responsables. Donc, c'est un problème qui est fondamental, qui mérite justement un examen profond au niveau du questionnement des responsabilités de ceux qui sont impliqués justement dans la socialisation de l'homme. Je repose la question, maître. En essayant de s'intéresser aux maillons que constitue la chaîne judiciaire, vous, avocats et les autres, est-ce qu'on pourra véritablement combattre ce fléau? Parce que vous êtes à un niveau de responsabilité, mais derrière vous, il y a d'autres enjeux. Après vous, il y a d'autres enjeux, mais vous n'êtes qu'au milieu. Ce qui s'est fait le 18 décembre, est-ce que c'est de nature à nous garantir que, tout au moins, pour la justice, on peut combattre ce fléau? Je comprends très bien vos questions. Alors, je voudrais dire que, en ce qui concerne la garantie, il n'y a jamais de garantie à 100%. Ça, on peut être au moins d'accord. Tout comme il n'y a pas de risque zéro. Mais le plus important dans ce qui s'est fait le 18, c'est de commencer quelque part. Et avant de continuer dans ma réponse, il faut déjà qu'on se comprenne. Dans cette convention, qu'est-ce qui est attendu du barreau? On va y arriver. Ok, d'accord. Parce que en réalité, la question que vous posez est une question assez complexe, mais je ne voudrais pas rentrer dans un fatalisme. Le fatalisme, surtout pour pas moi, parce que vous avez déjà la convention, il ne faudrait pas nous dire ici que très bien. Rien. Le fatalisme ici, pourquoi? Parce que nous pensons qu'il y a des choses à faire. Il y a un travail à faire, c'est ce que nous disons depuis le début de l'émission. Il y a un travail à faire et ce travail doit faire partie intégrante de l'intérieur de tout un chacun. Au sein du barreau, vous parlez de manière vive de cette question-là, vous l'abordez parfois dans les échanges, dans les sensibilisations. Le premier d'entre nous est un acharné de lutte contre la corruption. Je parle ici du bâtonnier. Oui. C'est quelqu'un qui a pris la corruption, qui a fait de la lutte contre la corruption pratiquement son credo en ce qui concerne le barreau. D'ailleurs, je peux déjà vous dire que au sein du barreau, monsieur le bâtonnier a créé toute une commission de lutte contre la corruption. On passe au pain fin les actions et les activités des avocats. Il y a un numéro activités des avocats avec leurs clients. Il y a un numéro qui est d'ailleurs ouvert, qui est à la disposition des justiciables. Si vous avez l'impression que votre avocat a des pratiques qui vous semblent ou alors qui vous rendent inquiet, vous êtes libre de prendre ce numéro et d'approcher la commission pour qu'on invite ce dernier à nous donner des explications. On a souvent suivi des dénonciations pendant le renouvellement des organes de l'ordre des avocats du Cameroun. On sait que c'est souvent des moments chauds, tel camp accuse l'autre de faire ci, de faire ça. Oui, ça nous arrive souvent. Oui, comme d'ailleurs dans toute autre corporation, encore que là, on est en pleine politique. On pourrait ne pas prendre ça au sérieux, ou tout comme on pourrait le prendre au sérieux. Mais je dis, la lutte contre la corruption vécue au sein du barreau, elle n'est pas à négliger. Parce que monsieur le bâtonnier a mis en place un système qui veille effectivement. D'ailleurs, si vous suivez les activités du barreau,
si vous suivez l'actualité du barreau, vous verrez qu'il y a effectivement des avocats qui sont sujets à des poursuites judiciaires. Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait ou alors ce qu'ils sont accusés d'avoir fait est fondé, puisque dans tous les cas, on doit rester objectif et respecter le droit en attendant que le juge rende son verdict. Mais s'il y a des avocats qu'on arrive à poursuivre parce qu'ils sont soupçonnés ou alors accusés d'avoir fait X, Y, vous comprenez que personne n'est à l'abri, comme disait, pour reprendre quelqu'un, personne n'a sa place assurée. Et alors, si personne n'a sa place assurée, ça veut dire que la lutte qui commence au sein du barreau va s'intensifier et va même avoir des répercussions envers la magistrature, qui est notre premier partenaire. Et je vous fais une confidence, si un avocat est au parfum d'une pratique de corruption avec un magistrat, il a l'obligation de dénoncer. Et c'est d'ailleurs ça que le président de la CONAC attend, des dénonciations, afin qu'on puisse afficher, qu'on puisse afficher les noms des avocats qui se sont livrés à des activités de corruption et qu'on puisse afficher les noms des magistrats qui se sont livrés à des activités de corruption. Et ce que le barreau, la partition du barreau, elle est plus matérielle, plus pratique. Parce que la CONAC, on connaît ses missions. Dénoncer, recueillir les informations, mais sur le plan de la suite, de la poursuite, c'est là où la CONAC a besoin du barreau pour lui apporter sa main d'expert. Nous parlons cet après-midi de la convention qui a été signée entre la CONAC, la Commission nationale anticorruption, et l'Ordre des avocats du Cameroun. C'était le jeudi 18 décembre dernier. Nous voulons comprendre le sens à donner à cette convention, et pour cela, Maître Crépin Ndjodo, avocat au barreau du Cameroun, membre de la Commission des droits de l'homme de ce barreau, et puis Pierre-Cédric Essomba, chercheur en histoire des relations internationales à l'Université de Caen. C'est pour cela qu'ils ont été invités sur ce plateau pour que nous en parlions. Alors, Merde, on a dit que la convention marque un partenariat entre l'Ordre des avocats et la CONAC, et cela va s'articuler autour de l'outil précis, la prévention. La prévention. Je crois que nous parlons de la lutte contre la corruption, je crois que c'est le levier sur lequel il faut véritablement appuyer pour avancer. Commencer par la prévention. Tout à fait, la prévention. C'est d'autant plus qu'il y a beaucoup de récriminations qui ont été faites à l'endroit de la CONAC, qu'elle n'a pas les mesures de coercition et se limiter seulement au niveau de la dénonciation. Je pense que ce partenariat va aussi donner une certaine vitalité en ce qui concerne non seulement des procédures, mais aussi la sanction. Parce que par le passé, on a constaté que la CONAC s'est limitée au niveau des dénonciations. Et aussi, peut-être, l'État peut revoir le cahier des charges de la CONAC et mettre aussi les mesures de coercition au niveau de ses missions pour que les uns et les autres sachent que rien ne sera plus impuni. Parce que plusieurs cas... Alors, vous parliez de l'implication des acteurs de socialisation de la base. Vous parlez des églises, vous parlez de la famille, l'école, le système éducatif, mais autres bien, oui. La prévention peut se faire à quel niveau? Il faut instituer ça dans les écoles comme un module de formation, dans la famille, comment ça peut se faire? Dans notre société, dans chaque cellule familiale, même au cœur de nos traditions et bien d'autres. Essayer de faire justement ce dépouillement. Comment rentrer dans l'africanité, comment ceux des Africains qui nous ont précédés vivaient pour lutter justement. Je pense que c'est vrai que j'ai fait appel au niveau du système éducatif qui est très important. C'est-à-dire que essayer de prendre du sien, notre environnement culturel, et l'adapter dans notre système éducatif pour que l'enfant qui est à l'école, qu'on lui apprenne justement ce combat, qu'est-ce que la corruption, il faudrait éviter, ça commence au niveau de la maison. L'Église aussi, en tant qu'autorité morale, doit être impliquée. Donc, le problème de corruption est un problème qui est tellement profond, qui demande, comme je l'ai dit, à inventorier même notre système éducatif. Est-ce qu'on ne s'est jamais posé la question pourquoi nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que la corruption prenne de l'ampleur? Parce que quand on était au moins à l'âge, on était plus jeune, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Peut-être que c'était fait de manière insidieuse, mais ce n'était pas aussi visible, aussi criard. C'est d'autant plus ça, au sein de notre société où il y a la crise des modèles.
à un moment donné, m'étant tout petit, il y avait des références. C'est-à-dire que le petit enfant qui est en train d'évoluer voudrait être comme tel. Il y a plus de modèles, mais aussi avec ce que j'ai évoqué, la mondialisation, où on nous, justement, on voit que, et l'impunité aussi, dans une certaine mesure, cette mondialisation a aussi des répercussions sur nos sociétés qui n'étaient pas préparées à cela. Ça fait en sorte que il y a des impacts négatifs. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une crise de valeur, l'échelle de valeur s'est fracassée, et ça fait en sorte que des gens prennent pour modèle des antivaleurs. Et c'est aussi un véhicule qui permet justement à certains de penser que non, c'est en faisant ceci, en détournant tel, ou bien en prenant ce qui ne m'appartient pas, ça devient quelque chose d'illégal. Donc, c'est autant de choses. Alors, le partenariat s'articulera autour de la prévention à travers le partage de données d'études en lien avec la Commission. Quels sont les engagements, réalités de l'ordre des avocats? Vous avez commencé à évoquer ça tout à l'heure. Oui, avant de répondre à la question, je m'en voudrais de ne pas dire un mot sur vos précédentes questions à l'endroit du confrère d'en face. Alors, nous pensons, quand je dis nous, Bec Jodo pense en tant qu'avocat et bien sûr en tant que citoyen, je pense que l'une des raisons ayant favorisé ou alors favorisant la montée en puissance de la corruption aujourd'hui, c'est aussi la vie facile. La vie facile dans laquelle certains de nos congénères aujourd'hui se lancent. Il faut pour cela, comme il le disait si bien, rentrer à la base. C'est-à-dire, nous pensons qu'il faut rentrer à la base, soit renforcer l'éducation. Et bien sûr, une lutte comme celle qui est engagée contre la corruption ne saurait se faire s'il n'y a pas à la base une réelle sensibilisation, s'il n'y a pas une réelle éducation. Parce que ce n'est qu'en éduquant, ce n'est qu'en sensibilisant qu'on peut mieux garantir, qu'on peut mieux savoir ce qu'on doit faire ou alors ce qu'on ne doit pas faire. Et si le système éducatif est lui-même en panne? C'est à nous de le reconstruire. C'est à nous de le reconstruire. Moi, je dis toujours, la manne ne tombera pas du ciel. C'est chacun d'entre nous qui doit prendre, nous devons prendre conscience. Et je vous prends un petit cliché. Je dis toujours, aujourd'hui, moi, je suis chef d'entreprise, disons ça comme ça, et parce que un avocat qui a à sa charge des jeunes gens qu'il doit former est un chef d'entreprise. Je dis toujours à mes stagiaires, ce n'est pas facile d'être ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et ne nous attendons pas, en tout cas ne vous attendez pas à ce que tout viendra et viendra vous trouver sur place. Vous ne pouvez pas arriver le matin, vous prenez votre téléphone, vous commencez à faire Facebook et autres toute la journée et pensez que le soir, quand vous allez rentrer, pour ceux qui ont des familles, vous allez apporter du pain à votre famille. Il faut apprendre à travailler honnêtement, il faut apprendre à travailler dur et apprendre à travailler avec sérieux. Ce sont ces bases-là, lorsqu'on les a mises, qui nous permettront, ou alors qui permettra à ceux que nous enseignons, de savoir que tout se gagne par l'honnêteté. Un avocat bien formé, et je reste persuadé, un avocat bien formé est celui-là qui sait que si M. Sévérin lui a remis 10 francs pour poser tel acte, il va prendre les 10 francs, il fera la facture, il va remettre à M. Sévérin et il posera l'acte pour lequel il a été payé et il rapportera la preuve. Si M. Sévérin demande à Bec Jodo, à un avocat, d'aller faire un recouvrement chez un monsieur X qui doit de l'argent, il doit savoir qu'il part, il fait le recouvrement, il rapporte cet argent intégralement, qui n'est pas son argent et qui va remettre à son client. Ce sont ces petites valeurs qui nous manquent. Et justement, je suis d'accord avec vous, la précarité de la vie peut amener de temps en temps quelqu'un à dire, ok, comme j'ai fait le recouvrement de M. Sévérin à hauteur de 100 francs, et comme il ne me demande pas encore ça, bon, je vais d'abord utiliser 50 francs, et puis lorsque j'aurai, je vais remplacer. Sauf que M. Sévérin va arriver le lendemain, il va vous dire, venez me déposer l'argent, et vous n'aurez pas ces 100 francs. Ça crée des problèmes. Maintenant, comment combattre ça? Il faut simplement être honnête, simplement vivre de ses moyens, et dire, ok, ça, apprendre à savoir que la chose de Clouy ne m'appartient pas. Maintenant, je reviens à l'engagement, aux engagements pris par l'ordre. Alors, l'ordre s'est engagé, apporter à l'attention de la CONAP, de la Commission,
la liste intégrale des avocats, comme je vous le disais, qui se seront rendus coupables, et nous parlons bien rendus coupables des actes de corruption. Faire tenir à la CONAC cette liste-là. Faire tenir à la CONAC une liste des magistrats qui se seront rendus coupables ou alors, enlevons coupables, ou alors qui auraient intenté des actions dans le sens de la corruption à l'endroit des avocats. Et quand nous disons avocats, ça peut être à l'endroit des justiciables qui ont des avocats. Je ne vous cache pas qu'il y a des magistrats, et ce n'est un secret pour personne, qui appellent des justiciables. Qui appellent au téléphone des justiciables. Or, quand un justiciable a un avocat, le magistrat ne peut pas entrer en contact avec le justiciable sans passer par son avocat. Eh bien, quand il appelle l'avocat, quand il appelle le justiciable, il cause avec le justiciable. Ce qu'il fait, le justiciable fait plus tard, il revient dire à son avocat, voilà, on m'a appelé pour X ou pour Y. Et c'est tout ça qui entretient les élans de corruption. Tôt ou tard, on finit par penser que le système judiciaire est un système corrompu. Et pourtant, nous pouvons faire la justice autrement, en nous détachant de tout ça. Donc, il y a cette liste-là que nous avons pris l'engagement de porter à l'attention de la CONAC. Et la CONAC a pris l'engagement de faire publication de cela, qu'on sache que voilà un avocat, qu'on publie. Ça va participer des sanctions. Qu'on sache que Maître Ndjodo qui parle là, son nom a été affiché dans la liste des avocats corrompus en 2025. Et l'avocat, c'est son image. Si Maître Ndjodo, son nom apparaît dans une liste des avocats corrompus... Mais parfois, ça ne dit rien aux gens. Hein. Malheureusement. Mais ça devrait, en fait, en principe. Ça devrait. La promotion de l'éthique et de l'intégrité, je pense qu'il faut passer par là pour que nous venions à bout de ce phénomène qui a pris de la place et de l'ampleur dans le corps social. Tout à fait. Il faut l'éthique. L'éthique et la déontologie, j'aime toujours parler de ce mot-là. C'est un peu philosophique, on s'est dit. Oui, mais bon, c'est un peu philosophique. C'est un idéal à atteindre. C'est un idéal, mais on peut toujours faire des efforts. Mieux vaut tard que jamais, et c'est pour cela que l'éducation est incontournable dans tout ce que nous sommes en train de dire. Et aussi, au-delà de ce que le maître a eu à évoquer, il faudrait aussi que l'État soit beaucoup plus revoir aussi. Pourquoi cette corruption, et vous avez posé cette question-là, est entretenue, autant pour moi, il faudrait revoir les conditions aussi de travail, que ce soit des avocats, mais aussi des magistrats. Ils travaillent dans quel environnement? Est-ce que l'environnement dans lequel ils travaillent ne favorise pas justement cette corruption aussi, au-delà de ce qu'on peut dire? Je ne voudrais pas entrer en détail. Vous savez qu'il faut que l'État mette justement ces acteurs de la chaîne judiciaire dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que ce soit au niveau du matériel de travail ou que ce soit au niveau de la grille salariale aussi. Parce que beaucoup s'en plaignent. Et cette précarité aussi prétend, c'est-à-dire donne l'intention aux uns et aux autres d'accepter aussi dès lors que le phénomène est généralisé, ce n'est pas seulement l'ordre des avocats qui est grippé. Alors, l'ordre des avocats aura des efforts à faire pour lutter contre la corruption, mais si c'est tout le corps social qui est grippé, je pense que l'action sera difficile. L'action doit donc être globale. C'est pour ça que j'ai parlé de la synergie des Et pourquoi acteurs. Depuis des années, on se souvient des années où Transparency International a commencé à dire que le Cameroun était le pays corrompu. On a semblé s'émouvoir, il y a créé plein de structures, on a eu le temps de réfléchir, de voir ce qu'il y a lieu de faire, mais on a l'impression qu'on n'avance pas beaucoup. Pourquoi il y a cette impression? Est-ce que c'est nous qui refusons de nous éloigner de la corruption? Est-ce que nous n'avons pas les moyens mis en place, ne sont pas efficaces? Comment expliquer ça? Moi, je pense plutôt que depuis un bon nombre d'années, des efforts sont faits dans ce sens. Oui. Grande a été ma surprise lors du 18 décembre dernier, oui, la cérémonie du 18, de constater qu'en réalité, la CONAC produit des rapports sur l'état de la corruption au Cameroun. Et qui sont transmis. Mais ces rapports, est-ce que ces rapports font l'objet d'une publicité organisée, c'est-à-dire d'une publicité totale? Non, je ne pense pas. Et je pense que l'avoir dit à Monsieur le Président, un avocat comme moi, j'ai découvert ces rapports
qui sont là et qui contiennent des informations. Mais sauf que la Commission nationale anticorruption adresse ses rapports au président de la République. Nous sommes Ce d'accord. ne pas des rapports qui sont publics en tant que tels. Qui devraient donc être publics, et c'est dans ce sens que je suis en train de me projeter, ce sont des rapports qui devaient être publics pour qu'on sache en réalité. Dans un rapport, on vous dit qu'il y a 585 magistrats corrompus. Épinglés. Oui. Vous avez les noms des magistrats? Non, vous ne les avez pas. 585, c'est sorti comme ça dans ce rapport. Mais nous pensons que si on veut véritablement lutter contre la corruption, ces magistrats-là, qui doivent être mis à la tête, à la disposition du garde des Sceaux, il saura en tirer toutes les conséquences. Et ces conséquences, on ne doit pas les cacher. Ils doivent être visibles. On doit savoir que tel magistrat a été sanctionné pour des pratiques de corruption. Tel ministre a été sanctionné pour des pratiques de corruption. Mais vous voulez Tel dire agent. que le destinataire de ces rapports il ne fait pas son travail? Non, je n'ai pas dit qu'il ne fait pas son travail. J'ai dit au niveau de l'échelle, de la basse échelle, ce travail n'est pas ressenti. Ce travail n'est pas ressenti. La CONAC, peut-être avant de les connaître de façon technique, nous avons travaillé, on connaissait tout ce que fait la CONAC. Mais on ne savait pas avec exactitude et avec pointillé les actions qu'ils mènent. Et c'est au cours de cette réunion qu'ils nous ont dit, ok, nous, on est chargé de faire ci, de faire ça, de faire ça. On est limité parce qu'on n'a pas de bras séculiers. On ne peut pas suivre les procédures nous-mêmes. Et Dieu merci, notre coopération avec le barreau nous permettra d'aller jusqu'au bout, de craquer ces gens jusqu'au bout. L'ordre des avocats serait en quelque sorte un relais, parce que la CONAC, comme on dit, n'a pas tous les moyens de faire ce travail-là. Elle se limite à ce qui lui est autorisé. Mais vous devriez donc jouer le rôle de relais, peut-être au niveau de la justice, et que cela puisse avancer. Mais je pose la question, est-ce que ça pourra avancer comme ça? C'est-à-dire que la justice juge et avocat au même moment. Moi, je pense que c'est une très belle initiative. C'est d'autant plus que ça va Est-ce que la justice pourra vraiment dénoncer de manière profonde? Bon, moi je pense sachant que par la suite, on peut avoir des sanctions. Moi, je pense que s'il faille lutter contre la corruption, tel que l'État... Oui, par là. C'est inévitable. C'est-à-dire qu'on ne saurait faire de modeste sans casser les œufs. Il faudrait qu'à un moment donné... Et c'est aussi un exemple. C'est-à-dire que lorsqu'on constate qu'on sanctionne les acteurs même de la chaîne judiciaire, ça va servir de leçon aux autres fonctionnaires de dire que mais si ça commence chez ceux qui sont censés même nous donner la justice, ça va dire que non seulement le mal est profond, mais le sérieux a commencé. Et ça va impacter aussi, c'est-à-dire que ces intentions de pouvoir aller corrompre. Donc, je salue cette synergie entre la CONAC et le barreau qui constitue justement, qui est l'acteur même principal justement de la justice. Parce que ce que le citoyen lambda attend, c'est quoi? C'est que la justice soit rendue au nom du peuple. Est-ce qu'il y a des balises de sorte qu'il n'y ait pas de déclarations fallacieuses, des règlements de compte? Voilà. Parce que ça aussi, ça peut prêter à confusion. Prêter à confusion et ne pas vous aider à avancer dans le chemin que vous êtes donné. Oui, bien sûr, il y a des balises. Le chemin est bien tracé et puis il y a des garde-fous pour éviter justement des dérapages. Je prends par exemple la CONAC s'est félicitée de ce que le barreau à son sein a toute une commission. Ça veut dire que ce qui va se faire partira de là. Voilà, lorsqu'il y aura des accusations, les accusations monteront d'abord au niveau de la commission du barreau, de lutte contre la corruption du barreau. Et vous avez les moyens là-bas pour pouvoir vérifier ce qui est dit, ce qui est dénoncé? Absolument. Et c'est pourquoi nous appelons toute la chaîne, les justiciables. Il faut briser le silence. Les justiciables, ils sont manipulateurs. Hein? Nous sommes parfaitement au parfum de ça. C'est pour ça que je dis... Parce que quand ils veulent obtenir un service, ils peuvent passer par tous les moyens pour l'obtenir. Tout à fait. Vous savez, on dit chez nous que le justiciable est le premier ennemi de l'avocat. Ça, nous le disons de façon... Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il veut quelque chose, vous lui donnez ou alors vous l'aidez à avoir ça. Non, vous êtes son parfait ami. Mais demain, dès qu'il n'a pas ça et qu'il estime qu'il vous a donné ci et qu'il devait avoir, il vous met au banc des accusés tout de suite. Mais nous disons, dans une échelle de 10, au moins 80,
sont des personnes qui comprennent le message que nous voulons passer. Et vous savez, les personnes les plus fragiles, ce sont les veuves et les orphelins. Comme on le dit clairement, l'avocat est l'avocat de la veuve et de l'orphelin. Une veuve qui se voit spoliée d'une manière ou d'une autre par, par son avocat, qu'elle ne reste pas silencieuse. Si elle estime qu'elle était spoliée, qu'elle ne reste pas silencieuse, elle saisit la commission. La commission va investiguer et puis on fera le nécessaire. Donc nous pensons que ce sera difficile pour un début, mais on refuse de rester dans un état de on va faire comment, il faut qu'on puisse avancer. On a évoqué à cette occasion la possibilité d'organiser des sessions de formation et là nous sommes sur le chemin de la sensibilisation, peut-être intensifier des campagnes. Et par le passé, la corruption, la CONAC a eu à mener ce type d'action. Je me souviens que pendant les rentrées scolaires, sur nos voies, principaux axes routiers, ils organisent souvent des campagnes de sensibilisation, etc. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Le renforcement des capacités des acteurs sur la législation anticorruption, est-ce que vous l'envisagez, vous, au niveau de l'ordre? Oui, je pense que déjà, il y a un programme dans ce sens. Et nous pensons avoir été en contact déjà avec les organes de la CONAC pour venir justement renforcer et faire peut-être une ou deux formations aux avocats, principalement à l'équipe chargée de la lutte contre la corruption, à cette commission-là, et à l'ensemble des avocats en général, pour leur donner des moyens de lutte contre la corruption et pour renforcer le sens de l'intégrité. En réalité, vous avez évoqué tout à l'heure là, il faut qu'on ait des avocats. Ce n'est pas pour dire que c'est la CONAC qui viendra renforcer ça l'intégrité, mais je vous prends un cas d'espèce. Aujourd'hui, nous avons près de 2 à 3 000 avocats stagiaires que nous formons. Ça commence par là. Vous imaginez 2 000 avocats stagiaires qui vont sortir, qui ne sont pas imprégnés de la lutte contre la corruption, qui ne savent pas qu'il y a des limites à toute action qu'on doit recevoir. Et je vous fais une confidence, l'avocat n'est pas obligé d'accepter toutes les causes. Ça veut dire que c'est déjà une limite de sa propre conscience. Donc, les 2000 que nous formons, les sessions de formation qu'il y a des jeunes stagiaires aujourd'hui tous les samedis, ça va reprendre en janvier parce qu'ils sont en congé. On va intégrer le volet lutte contre la corruption. Parce qu'on se dit qu'en sortant, chacun devra être outillé pour éviter de rentrer dans des travers. Parce que si, en connaissance de cause, en sachant qu'on vous a formé pour éviter les pièges de la corruption et que plus tard, vous tombez dans les pièges de la corruption, on saura que vous avez délibérément choisi de transgresser la règle. Pourtant, laquelle règle vous l'aviez et on vous l'a transmise en termes de formation. C'est peut-être l'excuse facile. Le phénomène de la corruption semble être un phénomène transfrontalier. Ce n'est pas seulement au Cameroun, on le voit au niveau des organisations internationales, les plus structurées, football, même les organisations à caractère politique, diplomatique, on voit ce phénomène prendre de l'ampleur. Alors, le Cameroun, dans sa démarche de lutter contre ce fléau, s'est donné les moyens qu'il a pu avoir jusqu'à ce jour, mais au fond, est-ce qu'on pourra s'en sortir? Non, je pense qu'il faut... Parce que ça semble être... Il faut être... C'est un phénomène... Un grain de sable dans une mer, dans un océan. Mais il faut toujours commencer quelque part, comme le maître l'a dit. Tout, c'est la volonté. Tout, c'est la volonté qui oriente. Lorsqu'il y a une bonne volonté, je pense que on va... on ne peut pas dire on peut éradiquer totalement la corruption, mais on va essayer de diminuer. La corruption est justement inhérente même à la vie sociale. C'est un phénomène transnational qui menace non seulement les États. C'est vrai que je pense que on a essayé de mettre en place des organisations internationales qui sont en quelque sorte aussi des acteurs au niveau de la scène internationale qui tirent la sonnette d'alarme pour dire aux États que voilà, il faudrait justement, au-delà des engagements que vous avez eu à prendre, voilà un phénomène qui est en train de gangréner justement le fonctionnement de votre pays. Moi, je pense qu'il faut une synergie d'action, une synergie d'acteurs. Et je peux aussi dire qu'au niveau nous avons ici une politique de décentralisation qui est en cours. Et c'est aussi de décentraliser
au niveau de la sensibilisation, et c'est aussi de sensibiliser jusqu'aux chefferies, même, pourquoi pas, nos chefferies et autres, parce qu'il n'y a pas de corrupteur sans avoir un corrompu. Alors, donc, à un moment donné, il ne faudrait pas seulement s'intéresser à la personne à qui on vient corrompre. Il y a aussi qu'est-ce qui amène, quelles sont les motivations qui poussent justement des gens à aller corrompre. Au-delà, il faut voir la précarité, la vie sociale, la vie économique et bien d'autres. Et ça, moi, je pense que je suis optimiste, ça va aller. Et tel que ça a commencé, la synergie d'action sur le plan institutionnel, ça va permettre à ce aux uns et aux autres. Et c'est très bien fait parce qu'on implique justement la justice au cœur, dans le combat même de la corruption. Parce qu'il s'est avéré que, au regard des actions qui sont posées, des récriminations que la société est en train de faire, on accusait la justice, qui est justement laxiste au niveau des procédures, aussi la vitalité des procédures, parce que c'est ça. C'est aussi un facteur, cette lenteur-là constitue un facteur qui favorise justement cette corruption-là. Lorsque il y a des actions qui ont été posées, une plainte qui a été déposée, il faudrait qu'il y ait une vitalité pour que les citoyens se sentent justement en sécurité. Donc je suis optimiste et qu'on va éradiquer pas complètement, mais on va diminuer justement cette corruption qui est une gangrène qui paralyse, que ce soit l'action publique, même aussi au niveau de nos mœurs. On n'a plus peur de quelque chose. Et aussi travailler avec les chefs traditionnels dans certaines mesures, les vrais chefs traditionnels. Maître a évoqué tout à l'heure les formes de corruption. Il a parlé des pots de vin, c'était simple, hein, les pots de vin, la fraude, il a évoqué cela. Mais est-ce que dans votre démarche avec la CONAC, vous intégrez la transformation digitale, qui est aussi aujourd'hui une grande source de corruption, et peut-être une corruption plus dangereuse, plus persidieuse? Et Lofay le disait tout à l'heure, la mondialisation, la modernisation, tout ça avec. Et justement, vous savez, mon professeur de stratégie internationale me disait souvent, quand vous réfléchissez à combattre le banditisme, les bandits réfléchissent également à des méthodes pour ne pas être combattus. Contournement. Oui, c'est-à-dire que vous priez pour que le bandit n'arrive pas chez vous, le bandit lui prie pour que vous ne l'arrêtez pas quand il va arriver chez vous. C'est pour dire simplement que plus la maladie aura des séquences qu'on ne peut pas contrôler, mieux les spécialistes vont entrer dans les laboratoires pour essayer d'apporter des solutions à cette nouvelle maladie. Et donc, la digitalisation sur le volet de la corruption est quelque chose que nous ne maîtrisons pas encore de façon totalitaire, mais nous pensons que petit à petit, nous allons parvenir à nos fins. Venons-en au régime des sanctions. Est-ce que les actes de corruption sont suffisamment sanctionnés dans notre pays de manière à dissuader ceux qui sont tentés de les poser? Est-ce qu'on est suffisamment sanctionné? Est-ce que ce n'est pas ça qui encourage même cette corruption? C'est aussi ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'impunité de certains acteurs qui pensent qu'ils peuvent faire du n'importe quoi. Parce que parfois, on vous a dit, il est établi que tel a fait ci, a fait ça, mais vous voyez la même personne en activité tranquillement. Justement, c'est pour ça qu'au-delà du renforcement des lois de coercition, il faudrait que l'État même soit sérieux, nos institutionnels soient sérieux, et aussi que la justice soit réellement indépendante et que la justice fasse son travail. Et que la justice ait aussi les moyens de répression. Parce qu'on a vu certains rendus... ils ont déjà les codes civils, code pénal, ils ont les moyens de réprimer. Donc, il y a assez de textes. Moi j'ai un problème, c'est qu'on a l'impression qu'on a les meilleurs textes, mais c'est au niveau de l'applicabilité de ces textes-là. Lorsqu'il savait qu'il y a un problème de corruption, il faudrait que la justice fasse son travail. Pour montrer l'exemple à la société, parce que ce sentiment d'impunité, c'est aussi un élément qui montre aux citoyens lambda que bon, si tel n'a pas été sanctionné, moi aussi je peux prospérer dans cet élan de corruption. Donc il faudrait que la justice, l'État soit justement sérieux. Et il y a l'armada de lois, de codes et autres qui sont bien, mais au niveau de l'applicabilité, il faudrait vraiment que la justice aille jusqu'au bout pour servir d'exemple, parce que c'est à peu près la référence de la société, le reflet de la société. Sommes-nous suffisamment sanctionnés?
Si vous posez la question sur la sanction et de son caractère suffisant, je dirais non. Et on en demande encore. Puisque toutefois que le sang va couler, on cherchera toujours des responsables. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de sanctions. Il y a eu des sanctions, et que ce soit dans la magistrature, que ce soit dans le barreau, il y a eu des sanctions qui ont été connues, il y a eu des peines de prison à gauche et à droite, et jusqu'à présent, il y en a même encore. Je ne vous en dirai pas plus. Mais le véritable problème, moi je pense, c'est la publicité de ces sanctions. On peut sanctionner, on peut même intensifier les sanctions, on peut même doubler les efforts. D'ailleurs, la corruption, je ne sais pas, il n'y a pas plus sanction qu'une infraction. La corruption étant une infraction à la loi pénale, et donc elle est définie et caractérisée. Donc, celui qui tombe sous le coup de cette infraction, et vous parlez de preuves tout à l'heure, une dénonciation à la corruption, il faut dénoncer, c'est vrai, mais il faut apporter les preuves devant un tribunal où toutes les garanties sont faites à celui qui est accusé. Et ce n'est qu'après le procès, lorsqu'il y a un verdict, qu'on peut se rendre compte qu'effectivement, celui-ci a été sanctionné, il a été rendu coupable des faits de corruption. Mais avant, il bénéficie malheureusement de la présomption d'innocence jusqu'à ce que les preuves soient produites. Toutefois, les personnes sanctionnées, nous pensons qu'on ne doit pas cacher l'information. On doit rendre ces informations publiques afin que, comme le confrère le disait, que l'opinion publique sache que cette personne vers qui je suis en train d'aller, mais que Jodo vers qui je suis en train d'aller. Elles seront doublement sanctionnées. Pourquoi elles? Parce qu'il y a d'autres justiciables qui sont sanctionnés chez vous et dont on ne fait pas publicité. Pourquoi, quand c'est le cas, c'est la corruption, il faut qu'il y ait une publicité? C'est pourquoi nous disons que, étant un mal que nous voulons à tout prix combattre, il ne faudrait pas que nous cachions la publicité. Il faut que le tabou s'arrête. En tout cas, c'est notre position. Et je pense que c'est la position de celui-là qui a la charge de la lutte contre la corruption, le président. Il a clairement dit qu'il faut intensifier la lutte et les sanctionner, les personnes sanctionnées, frappées, on doit en faire une publicité afin que nul n'en ignore. Parce qu'on ne doit pas seulement nous présenter aujourd'hui des modèles, on doit aussi également nous présenter des contre-modèles. C'est-à-dire, si M. X est régulièrement frappé des faits de corruption, on doit le présenter comme un contre-modèle. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a aujourd'hui, comme le frère le disait, des crises de valeur. Des crises de valeur, ça part d'où? Ça part de ce que on prend des personnes qui sont des anti-modèles, on couvre et on essaie de masquer avec d'autres choses. Or, si dans la logique du président, et si je le suivais très bien, on arrive à faire sortir, et d'ailleurs le président a dit, et il a dit au cours de cette réunion, que on ne va pas seulement afficher les avocats corrompus, on va également afficher, on doit également voir comment récompenser les avocats qui ont brillé par la sobriété, leur intégrité, afin qu'on puisse les présenter comme des modèles. Et à côté, qu'on puisse dire que ceux-ci-là sont ceux qui ne sont pas présentés comme des modèles parce qu'ils sont rendus coupables des faits de corruption. Donc c'est une situation à double sens. Autant il faut encenser ceux qui font bien, autant il faut faire ressortir et afficher ceux qui font mal. Malheureusement, ça va faire mal, mais si c'est le prix à payer, on y va. Voilà, nous arrivons à la fin de cet échange, essentiellement informatif, parce qu'il s'agit d'une actualité. Une convention a été signée entre l'Ordre des avocats du Cameroun et la Commission nationale anticorruption. C'était le 18 décembre 2025. Nous avons voulu comprendre les tenants et aboutissants de cette convention qui permet donc aujourd'hui aux deux institutions de cheminer, de marcher ensemble afin que le combat qui est mené contre le phénomène soit un combat qui sera gagné. Et il faut avouer que le chemin est encore long, tant pour l'ordre des avocats que pour la société en général, et Pierre Cédric l'a dit tout à l'heure. Ça commence par la famille, la cellule familiale, ça commence par l'école. Que notre société puisse nous présenter aujourd'hui des modèles, ceux qui peuvent attirer le regard. Pierre Cédric, merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes de passage à Yaoundé, vous êtes à Tchang et vous avez bien voulu partager cet après-midi avec nous. Bon retour à Tchang. N'oubliez pas de nous revenir chaque fois que cela est possible. Le News One vous attend. Tout à fait, c'est ma maison. Je veux de temps en temps vous rendre visite et c'est un plaisir d'avoir ce genre d'échange qui est tellement enrichissant.
Parce qu'on a une société qui a besoin de connaître un certain nombre d'informations dans des émissions. J'apprécie aussi la grille des programmes, sans oublier la maison d'auto-management de cette chaîne qui ne fait que monter. Au niveau des tiers, on vous suit de manière très très attentionnée. Donc, c'est la vitrine justement de l'information. Ça nous fait chaud, quoi. Nous pensons que nous ne pouvons qu'encourager de telles initiatives parce que, au-delà de tout ce qu'on peut dire, la communication est un élément très très essentiel. Et vous voyez que de l'autre côté, des uns des autres manipulent l'opinion internationale à travers la masse médiatique. Il faudrait que l'Afrique, à un moment donné, ait du répondant sur le plan médiatique pour pouvoir éduquer ses citoyens, pour que nous ne puissions pas entrer dans les fake news de la manipulation qui a cours aujourd'hui. Et ça va donner justement permettre à ce que le citoyen lambda ait de la bonne information, consomme de la bonne information. Maître Crépin Jodro, merci d'être venu, merci de nous avoir permis de comprendre le sens à donner à cette convention. Merci à vous de nous avoir donné l'occasion d'apporter un peu de précision, un peu d'éclaircissement, un peu d'explication sur ce que c'était et sur ce que c'est, sur ce qui est attendu. Parce qu'en réalité, voyez-vous, souvent pris à chaud comme ça, l'opinion ne comprend pas très bien. Mais grâce à des plateaux, à des plateformes, à des émissions comme les vôtres, que nous encourageons, qui sont en réalité le véritable levier de communication et d'éducation des masses, nous pensons que toute personne aujourd'hui qui suit vos émissions, peut savoir désormais à quoi s'en tenir. Parce qu'on peut aller signer nos conventions entre nous et puis bien la garder dans les et tiroirs. bien la garder dans les tiroirs, que ça ne fera chaud ni froid à personne. Donc vraiment beaucoup de courage et félicitations à vous pour ces initiatives qui permettent à la communauté d'apprendre et qui nous permettent également d'apporter des explications et une expertise à notre petit niveau. Merci aux co-panélistes et puis voilà, nous serons toujours disponibles pour vous. Oui, maître, il faut dire aux bâtonniers que les portes des BINUS sont ouvertes à l'ordre des avocats. Revenez-nous chaque fois que vous avez le besoin de communiquer. Cet espace est réservé justement pour partager un type d'information. Elle est ouverte à la communauté des chercheurs, elle est ouverte aux institutionnels, elle est ouverte à la société civile. Si vous êtes porteur d'une idée innovante, n'hésitez pas à nous contacter. BINUS One, c'est sur le canal 520. Canal 520, canal 7. Vous pouvez également recevoir nos émissions à partir de notre page Facebook et c'est en direct, simultané sur YouTube. Merci de prendre toujours la peine de regarder cette antenne et nous vous souhaitons un excellent après-midi. Bonne suite des programmes sur BINUS One.